depuis l'aube des temps, les abeilles sont mystiques, certaines sont divinisées. Hmm, Leur société, c'est un exemple de travail, de labeur, d'altruisme aussi, parce qu'elles se hmm. dévouent, elles Ouais, font c'est ça. toute leur vie. Ouais, c'est vrai. Et, et c'est des insectes qui pour se nourrir, ne vont pas manger, elles ne vont pas prélever la vie, mais elles vont la créer. C'est Nous, beau. on va manger une carotte, la carotte, elle n'existe plus. Hmm, Tandis que elles vont aller prendre du nectar, et pendant qu'elles prennent le nectar, elles pollinisent. c'est ça. Donc en pollinisant, elles vont Elles faire donnent un la vie. fruit, le fruit va Ouais. tomber, va germer, et Hmm, donc va faire féconder. Elle n'est pas carnivore, elle ne détruit pas pour vivre. d'accord. Donc Ouais. c'est dans son mode de vie qui est hyper bénéfique. Bienvenue dans cet épisode du Thé des thérapeutes où la passion d'un apiculteur, Benoît Hebras, se mêle à la symphonie des abeilles. Alors installez-vous et laissez-vous inspirer par la magie de l'apiculture où chaque battement d'aile résonne comme une promesse de renouveau. Bonjour Benoît, Bonjour Isabelle, très heureuse de te recevoir et de t'accueillir pour partager merci. avec toi, avec ton univers si riche, si inspirant qu'est l'apiculture. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais créé de podcast à ce sujet. Donc, c'est vraiment le monde des abeilles qui intéresse beaucoup de personnes aujourd'hui. Voilà, moi, en pharmacie, quand je reçois des personnes, ben, justement, pendant tout l'hiver, on nous a beaucoup demandé des produits tels que ben, voilà, la propolis, le pollen, etc. Voilà, donc du coup, je suis vraiment enchantée donc, de t'accueillir et de partager donc ton univers. Et je voulais vraiment te poser une question je pense, est une question qui peut introduire vraiment cet épisode. Et c'est comment cette passion a-t-elle pu éclore et te pousser à créer ce chef-d'œuvre qui est Apis Medicina. Et on y reviendra un peu plus tard, mais comment tu as pu faire éclore cette passion donc, de l'apiculture? Ok. Ouais, merci pour cette invitation, c'est super. Je suis très honoré de recevoir ce podcast avec toi. Donc, merci beaucoup. Alors, sur comment est née comment a éclos cette passion, eh ben, il s'est trouvé que c'est vers mes 17 ans où je commençais un peu à me poser des questions et je cherchais du contact avec mon père. Et mon père a déjà fait de l'apiculture avant ma naissance. Et donc, il avait 8 ruches pour le plaisir dans le jardin de son papa, donc de mon grand-père. Et donc voilà, à mes 17 ans, je me posais des questions. C'est quoi une ruche? C'est quoi un cadre? C'est quoi une hausse? Et, et donc voilà, donc à mes 18 ans, je suis parti faire un stage chez un apiculteur professionnel qui est un ancien collègue de mon père dans les Landes. Et ça fait une expérience hyper intense, hyper riche, que je garde vraiment dans mon cœur. Et donc voilà, 18 ans, j'ai fait mon stage. Et ensuite, c'est plus tard, lors d'un voyage au Sénégal, où c'était pendant le Covid, c'était 2020. Et bon, je me posais des questions, c'était quoi Bon, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie professionnelle? Donc, je me suis observé naturellement. En fait, j'étais présent avec les abeilles. J'ai rencontré une apicultrice, Claire Clément, qui a une super démarche. Et donc, j'ai eu ce déclic, en quelque sorte, d'y aller en 2021. Et ensuite, depuis 2021, j'ai multiplié les expériences professionnelles avec les abeilles, en étant saisonnier ouvrier apicole. Et en 2022, donc j'ai commencé mes premières ruches en créant ma petite entreprise et voilà, en faisant germer ce projet-là d'Opis Medicina. D'accord. Et donc, quels sont les principaux produits que tu récoltes de tes ruches en dehors du miel? Là, actuellement, donc, je suis dans une phase de construction de mon cheptel. Je suis à Oui, 15 ruches et donc je fais surtout du miel et du pollen. C'est encore pour le moment dans mon cercle familial. oui.
Et donc, le miel, parce que les abeilles en produisent quand même une quantité, c'est le produit phare de la Oui, ruche. oui, Et le pollen, par sa praticité, par ses qualités de super aliment oui, qui m'aident beaucoup, quoi. oui, Voilà, d'accord. et à terme, j'aimerais récolter d'autres produits. Voilà, ça demande plus de matériel que je n'ai pas encore. Voilà, donc petit à petit. Et donc, Oui, est-ce que tu peux nous parler de l'utilisation justement et des bienfaits pour la santé concernant ben, le miel? Est-ce que tu as voilà, quelques conseils à nous transmettre concernant le miel? En dehors, évidemment, on sait que ça peut adoucir la gorge, mais aussi ça peut être, voilà, comment tu l'utilises, comment tu le conseilles? et ben, donc le miel, c'est bon, au niveau physico-chimique, c'est 18% d'eau, entre 18 et 20% d'eau. Après, au-dessus, ça fermente. Et ensuite, c'est un équilibre de sucre, donc Mhm. glucose, fructose en majorité. Après, il y a d'autres sucres. Et donc, c'est pour ça que plus il y a de glucose, plus le miel va cristalliser vite. Et plus il y a de D'accord. fructose, plus il va rester liquide, style Hmm, miel d'acacia. voilà. Et donc, ça, c'est pour le miel. Bon, comme tu l'as dit, le miel a des propriétés apaisantes, adoucissantes en interne. Et en externe, c'est reconnu pour être un des meilleurs cicatrisants. Et ça, Hmm, c'est comme la grande fierté de l'apiculture et de l'apithérapie, c'est que le jour d'aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore un meilleur cicatrisant après brûlure et après opération que le miel. Et hmm, ça a été fortement étudié au CHU de Limoges par Bernard Descott, qui est un pionnier de l'apithérapie en France. Donc, excellent pour mettre sur les plaies, pour oui, favoriser le processus de cicatrisation. Il est actif contre les staphylocoques mhm, dorés. oui, Euh, voilà, on peut dire ça. Le miel là aussi, il a un pH de 3 à 4. 3 à 4, donc c'est vraiment quelque chose de hyper acide, d'où son activité sur les plaies. d'accord, ok. Est-ce Et que bah toi, tu l'as... aussi, Oui, excusez-moi, ouais, est-ce que tu as déjà expérimenté justement une cicatrisation avec le miel sur une plaie pour toi-même? m- oui pour moi-même. Pour Hmm, moi-même, oui, et pour d'autres aussi. d'accord, Cependant, on peut pas le dire au niveau médical. bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est Et que de comment, l'automédication. et oui, et comment tu le conseilles? C'est-à-dire, par exemple, je me brûle aujourd'hui avec une eau, voilà, en touchant la casserole d'eau bouillante, je me brûle légèrement. Mhm. Donc, j'applique de suite le miel dessus, ou est-ce que d'abord, évidemment, je passe ma main sous l'eau froide pour calmer la brûlure, et ensuite, je sèche et je mets une couche de miel, c'est ça? Oui, comme tu as dit, ouais, après le feu, il faut aller dans l'eau Voilà, et donc vraiment essayer d'enlever au maximum le feu de la blessure, de la d'accord. plaie. Et après, oui, tu peux mettre une goutte de miel selon l'étendue de ta plaie et passer un pansement dessus. Et ensuite, tu changes le pansement. Bon, ça peut vraiment durer, tu peux garder le pansement toute la journée. Hmm. Et voilà, c'est quand même à renouveler. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, super. Et du coup, comment tu choisis les emplacements de tes ruches pour maximiser la qualité et surtout la diversité des produits de la ruche que tu récoltes? Bah, alors, c'est une excellente question parce que c'est toujours quelque chose un emplacement, on le sait pas d'emblée. Ça, Hmm, c'est bien. En fait, un emplacement, ça se confirme d'année en année qu'il est bien ou bien qu'il est pas bien. oui. Parce il y a des années où ça fait beaucoup de miel et il y a des années où ça fait pas de miel. Et Hmm, là-dessus, c'est l'emplacement, il joue, mais il n'y a pas que l'emplacement, il y a aussi les facteurs météo, il y a l'hygrométrie, la température, donc il y a d'autres facteurs qui hmm, jouent. Donc, oui, pour maximiser la qualité, là, on choisit des zones de préférence naturelles. oui. Moi, dans ma démarche, à distance de grands champs de euh, culture, on peut dire, exposés à certains pesticides.
Voilà, c'est ça. notamment des grands champs de culture conventionnels, style colza, tournesol, Mm. et d'autres. Et donc c'est ça la démarche. Toujours favoriser un maximum d'espace naturel Oui, et en préférence bio, mais bon, ça, on peut pas toujours avoir du bio oui, sous la oui. main parce que au niveau des parcelles agricoles, il y en a pas énormément en bio. Ah oui. Et voilà. Mais c'est très important l'emplacement du rucher parce que donc une abeille va rayonner autour de sa ruche, on Mm. dit entre jusqu'à 2,5 km. D'accord, ok. Mm. Donc c'est vraiment très important parce ça va être sa vie, quoi. Oui, oui. Ça va être sa ville et sa vie. Donc elle a vraiment besoin d'un lieu de qualité avec une présence d'eau, parce qu'une Mm. ruche, ça boit beaucoup. Ah oui, d'accord. Et on oublie souvent ça, ça boit jusqu'à 50 litres d'eau par an. Ah oui, en effet. Ouais. Donc on a souvent une mare naturelle ou une rivière Mm. à proximité. D'accord. Et, et ensuite, on cherche des endroits tranquilles, donc des Oui. endroits où il n'y a pas de passage, des endroits un peu cachés, pour pas aussi qu'on se les fasse voler. Ah et oui. Malheureusement, Ah oui, il y a des d'accord. vols de ruches, Mm. et donc ça Incroyable. arrive. Et donc c'est ça, comme ça qu'on choisit un emplacement, et ensuite on regarde l'exposition au vent. On veut pas que ce soit exposé au vent, Mm. et, et l'ensoleillement. On veut que les Voilà. ruches soient au soleil le D'ac- matin, tôt. D'accord, ok. Toi, tu te situes dans quelle zone de la France? Là, je suis dans le Var. D'accord, donc du coup, c'est une zone assez ensoleillée et très Oui. mellifère, je suppose, non? Tu as quand même dans ton secteur beaucoup de fleurs, non? D'arbres fruitiers. Oui, oui, il y a beaucoup de fleurs. Il y a beaucoup de fleurs. Ça va. Et bon, il y a les traditionnels champs de lavande du plateau Et de oui, Valençol qui sont waouh. à proximité. Donc, Mhm. souvent, je fais la transhumance au mois de mi-juin D'accord, pour faire, pour aller chercher du miel de lavande. d'accord. Et donc, oui, Ouais, super. Et du coup, tu produis aussi donc le miel de lavande. ouais, ouais, Voilà, ouais, d'accord, miel ok. de lavande et certaines années, si les conditions météo le veulent bien, je fais aussi du miel de Provence. Mhm. Mais voilà, donc il y a du romarin dedans, il y a un peu de thym, il y a du miela, Oui. euh, il y a une diversité de nectar plus importante. Et Mhm. ça change d'année en année parce il y a des fleurs qui vont mieux donner du nectar cette année qu'une autre année. Donc Oui. chaque année, aucune année ne se ressemble. Et oui, bien sûr. Est-ce que tu dirais que le miel, c'est vraiment le fruit de l'alchimie mais dans la nature, en fait? Et quel- comment tu peux expliquer donc ce processus, comment l'abeille peut produire du miel finalement? Hmm. Comment est-ce qu'elle produit? Donc, elle va chercher, elle va faire un périmètre, elle va chercher dans sa zone, elle va chercher des fleurs, elle va être attirée par des odeurs et aussi Mhm. elle va être attirée par des rayons UV que nous on ne voit pas et que les fleurs émanent. Et donc là, elle va récolter ou du pollen ou du nectar ou les deux. Oui, Et ça, elle va la ramener à la ruche. Et donc, elle le donne aux magasinières. Les magasinières ensuite vont aller stocker le pollen et le nectar. oui. Et là, donc les magasinières et ventileuses vont sécher le nectar, parce que Ah le oui, nectar, c'est 80% d'eau et le miel, on est à 17. Donc, d'accord. il y a cet écart Mhm. à récupérer. Et, et donc, oui, c'est de l'alchimie, parce qu'après, donc, l'abeille va, euh, elle va communiquer à ses congénères en Oui, faisant ce qu'on appelle la danse de l'abeille. oui. C'est un éthologue qui a découvert ça, qui a reçu le prix Nobel de médecine pour avoir Mhm. fait cette découverte. Et donc, elle fait la danse de l'abeille. Ça ressemble un peu à des zigzags, puis elle revient vers le haut et elle refait des zigzags. Mhm. Et donc, ça correspond à l'inclinaison du soleil
et la quantité de fleurs disponibles. Et donc, elle partage cette information avec tous ses congénères. Et là, ensemble, elles y vont. D'accord, ok. Ouais. Et aussi, elles restent sur la même fleur. Ça, c'est quelque chose de très important dans la pollinisation. D'accord. C'est qu'une abeille, si elle part pour aller chercher des fleurs de pommier, elle va faire que des fleurs de pommier. Hmm. Elle va pas passer une fleur de pomme à une fleur de poire, à une marguerite, à du Ah, pissenlit. d'accord, ok. Hmm. Voilà. Elle se spécialise sur la réserve présente. Ok, très bien. Et parfois, on achète, alors aujourd'hui en pharmacie, on trouve du miel de Manuka qui a des propriétés assez puissantes qui sont antibactériennes, antivirales, fongicides. Et du coup, c'est un miel quand même qui vaut assez cher. Nous, en France, est-ce qu'on peut produire du miel de Manuka? Non, parce qu'on n'a pas la plante. Voilà, c'est ça, hein. C'est une plante vraiment spécifique d'un pays. De quel pays tu connais? Ouais, oui, ça vient de Nouvelle-Zélande. Ah, là, c'est ça, Et, c'est bien ça, ouais. D'accord. ouais, bah, le cas avec le miel de Manuka, c'est que c'est un miel qui était qui était difficilement mis en valeur par les apiculteurs parce que c'est un miel assez prononcé, un goût assez fort. Et aussi, Oui. c'est un miel noir, donc peut-être une texture moins aguichante pour le consommateur. Hmm, c'est vrai. Et donc, il y a eu il y a eu beaucoup de financement pour rechercher les propriétés Hmm, médicinales, médicales de ce miel et montrer comme quoi il est exceptionnel. oui, c'est ça. Hmm, Et donc, ils ont bénéficié vraiment d'une aide énorme financière pour faire de la recherche, pour faire des études scientifiques et ressortir que ce miel est très actif oui, et il est antibactérien, antifongique. Et ça, c'est ce qu'ils mettent en avant. Et bon, revers de la médaille, c'est que l'apiculture en Nouvelle-Zélande, en 15 ans, en 20 ans, a complètement explosé. ah oui. Hmm, Et à faire, bah, c'est assez incroyable. L'apiculture en Nouvelle-Zélande, c'est un pays hyper montagneux, assez inaccessible. Donc les ruches faut faire plusieurs heures de piste pour accéder aux ruches. ah oui, Souvent, elles sont transportées en hélicoptère. oui. Ça Ah arrive. ouais. Ah oui, incroyable. Et la quantité de ruches a explosé. Donc, Hmm, bon. Et après, pour le miel de Manuka, bon, là-dessus, j'attire l'œil du consommateur à bien être sûr que c'est du miel de Manuka. voilà. Parce on trouve aussi donc, miel de Manuka et autres miels. Hmm, ah oui, Du donc il y a des style, mélanges, ouais. voilà, il Hmm, faut un mélange de miel. Et donc là-dessus, il faut bien lire le pot et être oui, averti. Est-ce que nous, en France, on peut faire ça? On ne peut pas le faire. Cependant, à l'échelle européenne, en Espagne, et un tout petit peu en France, on fait du miel de thym. oui. Et le miel de thym aussi qui est Hmm, reconnu pour des propriétés antibactériennes. oui, c'est vrai. Hmm, Et c'est un excellent miel, même au goût, niveau gustatif. hmm, Et donc, c'est l'Espagne la plus grande productrice oui. de ce miel. Et donc, et aussi, la demande la demande est très forte. La demande du Hmm. consommateur est hyper importante. Ce qui fait que c'est aussi le miel le plus fraudé. Ah oui, d'accord. Oui, donc Hmm, il s'agit aussi de trouver un bon producteur ou de trouver hmm, un endroit à qui on a confiance oui, ouais, c'est ça. parce que c'est Ouais, aussi, ça fait partie des miels les plus fraudés d'accord, à ok. l'échelle européenne parce que son prix est vendu plus fort. Hmm, Voilà, oui. il y a ce rapport économique qui est là. Et oui, c'est sûr. Et surtout, alors c'est vrai que moi j'attire l'attention voilà, pour les consommateurs. Est-ce que tu pourrais nous donner, Benoît, des conseils pour justement s'assurer de la qualité et de l'authenticité des produits de la ruche qu'on achète? Voilà, bon, que ce soit le miel ou autre, mais surtout le miel, puisque c'est ce que tu produis le plus. Mhm. Est-ce qu'il y aurait des signes révélateurs justement d'un produit de qualité? Euh, Très bonne question, très très bonne question. Donc, parce que le miel, donc, ça fait partie des trois produits les plus fraudés au monde. Et voilà, c'est ça. Il y a Hmm. le vin, l'huile d'olive Ah et oui, le miel. d'accord. Donc là-dessus, et en plus la difficulté, c'est que les sucres, ce sont des sucres qui se ressemblent.
Hmm. Donc, il faut faire des analyses. Il y a des analyses très spécifiques qui coûtent cher, euh, que que les, que les services de consommateurs peuvent faire. Parfois, ça arrive, ils font des enquêtes comme ça. Ah oui, Et donc, à l'œil nu, si on prend un pot de miel lambda, on peut pas dire celui-là c'est du faux miel, celui-là c'est du vrai. oui. De tout ce qu'on peut voir, c'est au niveau de la texture. S'il est très liquide, eh ben, c'est très sûrement un miel qui a été chauffé, Ah oui, donc qui a d'accord. perdu de ses qualités nutritionnelles et aussi peut-être propriétés Thérapeutique. bénéfiques. Oui, Ouais. Et pour s'assurer de la qualité, ouais, j'ai envie de dire être en lien avec son apiculteur local oui, voilà, c'est ça. Hmm. et savoir un petit peu comment il travaille, être curieux Hmm. de ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait, et intégrer un peu cet apiculteur comme un partenaire de santé Et au oui. niveau dans notre vie quotidienne. Hmm. Donc, c'est bien que tu nous conseillerais plutôt de, voilà, d'avoir un apiculteur soit local de notre, voilà, de notre lieu d'habitation ou bien à distance, mais être sûr vraiment avoir confiance en cet apiculteur et Oui, être sûr, voilà, de la qualité de son travail. oui. Et Aujourd'hui, tu après, produis... Oui, ouais. dis-moi. Bah après, il y a un autre produit sur lequel il faut surveiller la qualité, c'est sur la gelée royale. Hmm. La gelée royale, c'est très, donc c'est une sorte de gelée, oui, c'est une gelée qui est Oui. produite que uniquement par les jeunes abeilles. Et donc, on en récolte des infimes quantités, Hmm. et ce qui en fait un produit de luxe, un produit cher. Et donc, voilà, et là-dessus, il y a une qualité où il faut être attentif, parce que la Chine est la plus grande Ah. productrice de gelée royale et aussi de miel. Et pour ça, bah, il y a fréquemment des fraudes sur la gelée Hmm. royale venue d'Asie. Et donc, il faut essayer de faire ça en conscience parce que bon, la gelée royale asiatique elle coûte bien moins cher. Elle a un goût Oui. aussi un petit peu différent. Oui. Et la gelée royale française, là, il y a un label où c'est le label du GPGR, donc du groupement de producteurs de gelée royale française. Oui. Et eux, en l'occurrence, ils sont clairs, ils sont carrés, ils ont une charte. Hmm. Et très souvent, ils sont en bio. Oui. Et s'il y a besoin de nourrir les colonies, ils le font uniquement au miel. Et ce Hmm. qui n'est pas le cas pour pour les autres colonies sans ce label. Ah, d'accord. OK. Voilà, et ça, le fait ce soit une qualité supérieure, ça agit aussi sur la, l'activité de la gelée royale. Hmm. Et il y a une molécule qui est présente, j'ai plus le nom en tête exactement, et cette molécule-là est sensible au nourrissement, au sucre, et, et plus Hmm. présente si le nourrissement s'est fait au miel. D'accord. OK. Hmm. OK. Donc, du coup, c'est vrai que la gelée royale, on peut le proposer dans quel cas? C'est vraiment dans des moments où on est très fatigué pour revitaliser durant l'hiver, stimuler l'immunité, c'est ça? Oui, oui, oui. Même surtout au printemps, tu vois, moi je la Oui. conseillerais vraiment au printemps parce que la gelée royale, donc c'est pour faire les nouvelles reines uniquement, Oui. c'est à Ah, la d'accord. période de l'essaimage et c'est là où c'est le moment où les abeilles le produisent et donc c'est à ce moment-là que aussi il y a c'est la bonne saison. Hmm, d'accord. Voilà, OK. c'est au printemps où l'activité remonte très très fort et Hmm. qu'il faut assurer. Et donc dans ce cas-là, on peut conseiller une cure au printemps, une cure à l'automne pour, Oui. comme tu disais, rentrer dans l'hiver. Et mm, Oui, c'est vrai que c'est un produit quand même assez demandé de nos jours. Et c'est vrai que moi, je me méfie aussi toujours de voilà, d'où elle provient. mm, Après, c'est vrai qu'il vaut mieux l'acheter sous forme de petits pots à conserver au frigo, puisque vraiment, c'est un produit voilà, vivant qui peut s'altérer et fermenter.
Et je me posais la question, est-ce que c'est parce que la reine se nourrit de gelée royale qu'elle est plus grosse que les autres? Oui, C'est oui, ça. Hmm. c'est même plus qu'elle est plus grosse. Il y a pas qu'un dimorphisme Ouais. morphologique. C'est aussi que la reine, elle a son système de reproduction qui fonctionne. Hmm, d'accord. Hmm. Tandis que les abeilles ouvrières ont un système de reproduction qui est atrophié Ah, du d'accord. fait de l'absence de cette gelée royale. Ah, d'accord. Donc, la reine, grâce à cette nourriture qu'elle va manger toute sa vie, elle va donc être plus grosse, être féconde et aussi vivre plus longtemps. Elle Hmm. va vivre 3 à 4 ans, 5 ans Ouais. sur les exceptionnels. Donc c'est pour ça qu'on lui prête souvent des vertus de longévité, de Hmm, c'est ça. anti-vieillesse Oui. et de fécondité, oui. D'accord. Voilà. Et c'est bon, c'est conseillé aussi en période de grossesse pour les femmes. Oui. Mhm. Et cependant, c'est déconseillé et même quasiment interdit en période de cancer. Hmm, c'est ça. Surtout Cancer, hormonodépendant. Oui. voilà, hormonodépendant. Oui, c'est ça. Et Exactement. parce que Parce que oui. ça agit sur les hormones. Et oui, c'est ça. Et Oui, oui. voilà, le but, c'est pas de multiplier Et non. les cellules cancéreuses. Et ouais, c'est clair. Donc, Et oui. Comme quoi, en fait, c'est puissant pour des femmes, par exemple, qui ont des problèmes pour vraiment tomber enceinte. Et avec la gelée royale, elles peuvent, alors on ne garantit pas, mais ça peut stimuler, en fait, justement, cette possibilité, du moins. oui, Voilà. oui, ça manque d'études bien sérieuses là-dessus, Oui. parce que c'est un aliment, un aliment qu'on intègre. Donc, c'est difficile de dire c'est grâce à ça Oui, uniquement. évidemment, bien sûr. C'est aussi Mm. multifactoriel. Oui, Mais c'est clair. c'est vrai que ça va favoriser ce genre d'action. Et Mm. pour les garçons, là, je les royale, c'est un peu le côté féminin. Mm. Et il y a aussi une variante homme. Et c'est ce qu'on appelle l'apilarnil. Donc, ce sont de la gelée royale et des larves de mâles, donc de faux bourdons. Ah, d'accord, je ne connaissais pas. Ouais. D'accord. Et ça, c'est beaucoup développé en Europe de l'Est parce que bah, c'est eux qui ont mis au point les techniques pour Mm. faire cet apilarnil. Et donc, c'est un peu la version homme. D'accord. Donc, ça Voilà. favoriserait justement cette possibilité aussi de mieux féconder, c'est ça? À ce qui paraît. Voilà. Voilà. Après, on n'a pas de Bon, preuves scientifiques avérées, mais voilà, voilà. ça peut être une solution peut-être pour certaines personnes qui ont voilà, des problèmes pour justement procréer. Pourquoi pas s'y pencher sans garantie, évidemment. Mais c'est vrai que finalement, l'apiculture, c'est tout un monde, puisque dans une ruche, il y a aussi bien les ouvrières, les... Alors, est-ce que tu peux nous parler des différents postes de ces magnifiques abeilles? Oui. Oui, Ouais. Donc, bah, dans son ensemble, dans une ruche, en hiver, il y a à peu près 10 à 15 000 individus. oui, Et en été, ça explose. On va jusqu'à 60, 80 000 individus d'accord. dans une seule ruche. Ah oui, Et donc, dans ces individus, on dit qu'il y a trois castes. Il y a les ouvrières, les mâles et la reine. d'accord. Voilà. Et dans ces ouvrières, donc, comme tu parlais, il y a plusieurs postes. Et c'est Oui. des postes qui correspondent à des moments de vie. Mhm. D'abord, la reine, elle pond un œuf fécondé pour donner une ouvrière. Donc toute la croissance de l'œuf, puis la larve et enfin la nymphe, le total va durer 21 jours, Oui. comme une cellule. Et oui, c'est ça. Et, et ensuite, donc l'abeille, elle naît et elle va être nourrice parce que Hmm, elle est toute jeune. Elle a les glandes hypopharyngiennes développées dans sa tête pour produire la gelée royale. d'accord. Donc elle va être nourrice pendant 3 à 4 jours. Ensuite, elle va être nettoyeuse. Après, elle va être magasinière. Hmm, Après magasinière, elle va être ventileuse. hmm, Et après ventileuse, elle sera gardienne aussi. Donc gardienne de la ruche, des entrées, des sorties.
Et enfin, à la fin de sa vie, elle devient butineuse. Et là, elle travaille à l'extérieur de la ruche et elle mourra aussi à l'extérieur de la ruche. D'accord. Donc les Voilà, abeilles que l'on peut croiser en train de butiner les fleurs, elle est dans son dernier poste, c'est ça? c'est exact. Ah, ok, je savais pas. D'accord. Et écoutez, c'est vrai que c'est très riche, Benoît, en tout cas. Et ta passion t'a conduit vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Et moi, j'ai été touchée de savoir que un apiculteur ait pu avoir envie un jour de demander à un compositeur de créer une musique pour ses ruches. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de cette inspiration qui t'a poussé justement pour le bien-être de tes abeilles à créer vraiment cette œuvre, cette musique? Comment ça s'est passé, cette idée? Hmm. Parce que c'est une idée très originale, j'avoue. Ouais, bah, c'était. Je me souviens du moment où j'ai envoyé des mails à Jordan. C'était pendant une formation apithérapie. Oui, Et, et donc, oui, en fait, on sait que les abeilles communiquent par des phéromones et par des vibrations. d'accord. C'est hyper physique, quoi. Donc, elles vibrent et quand on entre, quand on ouvre dans une ruche, la manière dont elles se comportent, la manière dont elles vibrent ou la manière dont elles chantent, on l'entend et on le Oui. voit, nous indique un petit peu la situation. Est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que la reine est là, Mhm. est-ce qu'elle n'est pas là? Parce que les abeilles, voilà, quand il n'y a pas de reine, on dit que les abeilles pleurent et Ah, elles vibrent et on les entend vibrer d'une certaine manière. d'accord. Et donc je suis parti un peu de ce constat-là. Bon, on sait qu'il y a des vibrations et que les abeilles parlent en vibration. Hmm. La musique est vibration et ça, voilà, ça me plaît. Et est-ce que voilà, est-ce que la musique peut interagir sur les abeilles C'est et ça. de quelle manière? Là-dessus, je ne sais pas encore de quelle manière. Et c'est ce qui m'a donné un peu l'envie de faire ce travail avec Jordan, de lui demander de créer une compo là-dessus pour voir est-ce que ça peut être bénéfique sur la qualité, sur leur bien-être de Oui, c'est manière ça. globale. Hmm. Et donc, bon, moi, ça m'est venu parce que je suis sensible à ça. Oui. Et bon, et ça me plaît dans mon incarnation humaine. Et bon, si les abeilles avaient vraiment besoin de musique, elles l'auraient fait, Hmm. elles l'auraient fait elles-mêmes. Oui, c'est clair. Mais, et donc, moi, ça me plaît dans ce sens-là que je suis humain. J'ai besoin aussi de la musique pour intégrer cette réalité de vibration. Hmm. Et que, bon, cette musique, elle sert les abeilles, c'est vrai. Elle Oui. sert aussi les humains qui sont en lien Hmm. avec les abeilles. Ah, super. C'est, Hmm. c'est ce qui me parle, quoi. Oui, Parce qu'il y a on a fait ce travail avec Jordan où j'ai pris des enregistrements c'est de ça. ruches et, donc je lui ai envoyé tout ça. Il y a des vibrations spéciales, il y avait des vibrations de la nuit, il y a des vibrations quand les ruches sont en défense, il y a des vibrations quand ça miel, quand ça fait beaucoup de miel. Il y a des vibrations quand elles sont en repos. Donc, Hmm. je lui ai envoyé toutes ces données et lui il a dû se régaler à écouter tout ça. Oui, Et ça, c'est présent dans la compo. oui. Ça démarre par ce chant d'abeilles, par ce Hmm. ballet. Magnifique. Et voilà. Ouais, c'est un beau projet en tout cas parce que moi, quand j'ai pris connaissance ben, justement de cette idée, ça m'a vraiment touchée parce que je me disais que on se soucie de leur bien-être et ça les accompagne justement dans ce moment de vie où elles vont créer, elles vont butiner, où elles vont voilà, aussi alchimiser pour créer ce miel et tous ces produits de la ruche. Et justement, est-ce que tu as eu le temps, bon, tu me disais que non, mais est-ce que tu as eu quand même le temps d'observer des effets de la musique sur le comportement et sur la santé de tes abeilles? Non, je n'ai pas encore eu le temps de vraiment D'accord, t'y euh, pencher. m'y pencher et aussi mettre la musique auprès des ruches. Oui.
voilà, parce que mon terrain, c'est dans Et la oui. garrigue en Provence. Hmm, Donc, d'accord. bon, amener une enceinte là-bas, ça se fait. Mais Oui. voilà, je peux pas le mesurer. Si je Oui. reste 1 heure ou 2 heures, Hmm, c'est un peu difficile à être perceptible. Cependant, je vois plus dans une approche long-termiste, dans un rucher euh, protégé, hmm, donc dans une sorte de cabane à abeilles. ouais. Là, là, ce sera mieux, ce sera protégé des intempéries, protégé du soleil, et ce sera plus un endroit où je pourrais diffuser cette musique. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ok. Et du coup, pour l'instant, tu l'as pas donc t'es fait tester donc auprès de tes ruches, mais est-ce que tu as pu, toi, le tester justement auprès des personnes ben, de ton entourage ou justement des apiculteurs, juste par rapport à eux-mêmes, comment ils ont ressenti cette musique? Bah, moi, d'abord, je peux parler pour moi. Oui. Ça a été excellent. Mhm. Ça a été excellent. Ça a suscité beaucoup d'émotions de recevoir ça, parce que c'est un Mhm. travail qu'on a fait quand même sur presque une année. Oui. Et donc, ça m'a beaucoup touché, très sincèrement. Et aussi, je l'ai partagé à ma compagne Oui. qui m'a dit qu'elle adorait ça, qu'elle aimait sentir Mhm. et écouter les abeilles. C'est ça, c'est beau. Mhm. C'est vraiment très, très bon et c'est excellent. Et toi aussi, je crois que tu l'as mis vous l'avez mis sur votre travail aussi. Oui, on avait Dans le- créé donc un voyage méditatif, justement, la légende des abeilles. Et du coup, on a intégré cette musique sur ce voyage. Et c'est vrai, quand j'ai écouté cette musique, elle m'a beaucoup touchée parce qu'on se sent presque comme si on était au milieu des abeilles. On sent même l'air des battements d'ailes et alchimisé avec les notes et les vibrations de ces notes et qu'il a étudié les mieux adaptées par rapport au bourdonnement. C'était un travail vraiment titanesque, un travail de précision, de feeling aussi, mais comment dire, de souci, d'œuvrer en symbiose avec cette œuvre ben justement de battement d'abeilles et de battement des ailes des abeilles, c'est juste incroyable. Mais d'avoir pensé pour un apiculteur, d'avoir pensé à faire créer une musique par rapport au son des battements d'ailes des abeilles, c'est juste incroyable. Franchement, je tenais à te féliciter d'avoir eu cette idée et d'avoir osé le demander en fait et justement contacter Jordan Seri, donc qui est compositeur et qui œuvre aussi pour créer des musiques vibratoires. Et justement, il est rentré en communion avec la vibration des abeilles. Et c'est juste magique, voilà. Et c'est incroyable. Et j'ai vraiment hâte que tu nous fasses un jour le retour de ce travail pour ces abeilles et justement sur leur comportement, sur leur santé. Est-ce qu'elles produisent plus de miel? Est-ce que le miel est de meilleure qualité? Est-ce qu'elles vivent plus longtemps? Il y a moins de morts, de décès d'abeilles? Tu vois, c'est vraiment peut-être tous ces paramètres qu'on peut-être tu pourras un jour observer. En tout cas, Mm. c'est vrai que le travail des abeilles, elle peut être aussi impactée par des prédateurs comme le frelon asiatique. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ce phénomène? Oui, bah, donc les abeilles dépendent directement de la santé de l'environnement environnant, Oui, qui est autour de la ruche. Donc, le frelon asiatique en fait partie depuis les années 2010 oui, et dans certaines régions, notamment je pense à toute la vallée de la Garonne, c'est oui, vraiment énormément, il y a une grosse pression de frelons asiatiques et oui, c'est une pression qui se rajoute aussi à des mois assez cruciaux, c'est au mois d'août, septembre, mhm, octobre, oui, ce qui correspond à l'automne oui, c'est ça. et, et en fait de la préparation à l'hivernage, de la préparation à Mhm. l'hiver. Ah oui, Et ce qui se passe avec le frelon asiatique, c'est que donc, il a un vol stationnaire à l'entrée des ruches. oui. Et par ce vol, alors il dissuade les abeilles de sortir. Ah oui, Et les abeilles, en août, elles ont encore une population assez forte.
Et, euh, et donc, elles vont commencer à manger leurs réserves. D'accord. Et donc, voilà, c'est vraiment à l'apiculteur de surveiller qu'elles aient Mais oui. assez de réserves Mm, mm, en mm. août-septembre parce qu'elles ne peuvent pas sortir à cause du frelon. Ah oui, en effet. Et donc, là-dessus, ouais, ça rajoute un prédateur qu'on n'avait pas besoin. Et oui, c'est ça. Ouais. Et, et en plus, bah, depuis les années 80, on a un petit acarien qui s'appelle Varroa. Oui, Donc, Varroa destructor, c'est un petit acarien qui se reproduit dans les nymphes d'abeilles oui. et qui vient sucer l'hémolymphe et les corps gras de l'abeille. D'accord. Et donc, à long terme, ça affaiblit les abeilles. Elles naissent avec des ailes déformées. Ah Elles naissent oui. avec peu de Mm. réserves. Elles sont plutôt chétives, elles sont fragiles. D'accord. Et c'est des abeilles qui ne sont pas viables à travailler. Donc, elles sont Mm. exclues de la ruche. Ah Et oui. le souci avec ce varroa, c'est que sa population en, en août Oui. dépasse la population d'abeilles. Donc ça peut, voilà, ça fait péricliter la colonie progressivement au cours de l'hiver. Et oui, c'est ça. Ok. Donc voilà, pour ça, il y a des traitements depuis les années 80 Oui. pour lesquels les apiculteurs traitent. Mm. Et voilà, donc ça, c'est des prédateurs insectes. Mm. Et après, il y a tous les prédateurs invisibles D'accord. qui font partie donc, de la grande famille des pesticides, Et voilà, c'est ça. insecticides. Mm. Et ça, ouais, c'est vrai qu'on est directement, on le voit dans nos ruches. Je Oui, me voilà. souviens, je peux te donner une anecdote d'un apiculteur chez qui je travaillais. Il avait transhumé, donc il avait mis ses ruches dans les Alpes Mm. et il avait eu plusieurs mortalités sans comprendre pourquoi. Et il s'est retrouvé qu'il a fait analyser les cires de ces ruches contaminées et il a relevé un insecticide qui est utilisé dans l'élevage ovin pour traiter les pieds des moutons. D'accord. Mm. Et donc, c'est peut-être aussi par le piétinement des prés Mm. euh, par les moutons Oui. donc, qui portent des insecticides sur leurs pieds. Et oui, voilà, Les ça c'est. abeilles vont dans le pré Oui. et ramènent cet insecticide. D'accord. Ah oui, en effet. Donc, Donc, oui. parfois, c'est pas direct. Oui, C'est voilà, c'est ça. C'est c'est invisible. un peu, voilà, c'est insidieux. Mm. C'est ça qui est un peu, C'est incroyable. bah, qui est difficile à maîtriser. Et après, Oui. au-dessus, tu as d'autres facteurs, des facteurs climatiques qui se rajoutent en plus. Benoît, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise en travaillant avec les abeilles et que tu pourrais appliquer à d'autres aspects de la vie ou de ta vie personnelle ou professionnelle? Est-ce qu'il y a quand même des leçons de vie que t'ont appris ces abeilles? Ah. Ouais, il y a beaucoup de leçons, hein. Les, Ah les oui? abeilles nous donnent beaucoup de leçons. Ouais, Je dirais la numéro une, ce serait la pollinisation. ouais. Euh, Cette faculté qu'ont les abeilles d'aller de fleur en fleur de la même espèce sans... euh, je pense pas qu'elles savent qu'elles font de la pollinisation, mais que, qu'elles permettent la fécondité et la reproduction des Hmm, plantes ouais, depuis plus de 100 millions d'années, donc depuis bien plus avant que nous. ouais, c'est ça, exactement. Et ça, c'est vraiment la leçon numéro un, c'est que les abeilles pollinisent, elles permettent la fécondité et la reproduction des végétaux Hmm, sauvages et aussi des végétaux du jardin. Et ça, c'est essentiel, oui, c'est sûr. essentiel. Et ensuite, là, c'est plus être avec les abeilles. C'est Hmm, une autre leçon, c'est être, voilà, toujours être calme, avec beaucoup de respiration. ah oui, Ça, voilà. ça, les abeilles réagissent à notre humeur, à nos Ah oui, humeurs, à notre état d'être. ouais, Si on d'accord. est trop actif, si on vient énervé, si on les brusque, si Hmm, on les tape, si hmm, on tape la ruche, ouais, voilà. elles le sentent, ouais, d'accord. Elles sentent tout ça et donc elles vont
adapté à un comportement de défense. Et oui, bien Donc sûr. voilà, la deuxième chose, c'est quand on est avec elle, toujours être calme et savoir aussi ce qu'on va faire. Est-ce Mm. qu'on vient pas faire du tourisme dans une ruche? Oui, bien sûr. On vient pour faire des choses précises et et on garde la tête sur les épaules sur ce qu'on vient faire. Mm. Voilà, on n'est pas là pour, ouais, pour faire du tourisme, je dis. Et oui, c'est sûr, c'est clair, hein. Est-ce que Parce que tu... Et oui, sinon c'est très facile de se laisser aller à observer la ruche, à observer les ouais. cadres. Mm. Et c'est fascinant, hein. C'est Ah oui, c'est vraiment sûr. fascinant quand on est amoureux et Mm. amateur. On peut durer longtemps. Ouais, c'est vrai. Cependant, chaque ouverture, puisque la ruche, c'est un milieu clos, c'est un Ouais. milieu qui est sombre, c'est Mm. un milieu aussi où il y a une hygrométrie très forte. Ouais. Donc, chaque ouverture perturbe l'équilibre interne. Et oui, c'est Donc, clair. on se doit en tant qu'apiculteur que de minimiser Mm. nos, notre entrée pour pas être Ouais. trop intrusif Oui, c'est vrai. et D'accord. trouver le juste équilibre avec Et ça. oui, c'est clair. Et c'est vrai Mm. que, voilà, c'est... Si les abeilles pouvaient parler, quelle histoire fascinante penses-tu qu'elles pourraient nous partager sur leur vie dans la ruche? Waouh, s'ils pouvaient parler, Ah ouais, parce qu'est-ce qu'elles qu'ils ont nous dû voir des diraient? belles choses. Elles ont, au-delà des fleurs, des plantes, elles ont pu voir aussi ben, pas mal de choses que nous, on voit pas, parce que ben, on Mm. n'est peut-être pas aussi attentif qu'elles et qu'elles ressentent par les vibrations, par leur comportement dans la nature. Elles peuvent rentrer en synergie, en symbiose avec ce monde qui est peut-être aussi au-delà du monde physique. Elles peuvent aussi rentrer en communion avec peut-être avec quelque chose de plus, on va dire au-dessus de ce que l'on peut voir nous à l'œil de l'humain, quoi. C'est vraiment Mm. peut-être être en connexion avec ce monde à part qui vibre. Mais je pense que aussi, tu vois, quand je me disais, quand on était pendant la période du confinement, beaucoup de personnes qui ont des ruches que je connais me disaient qu'en fait, elles avaient retrouvé en fait leur espace. Parce qu'en fait, il y avait moins de monde ben, dans la nature. Et du coup, il y avait plus de fleurs, il y avait plus de nature en fait. Elle s'était petit à petit, ben, elle avait repris son espace. Et elle me disait qu'en fait, les abeilles se sont aussi étoffées, le miel était meilleur ces années-là. Alors, je ne sais pas si c'était exceptionnel par rapport à cette personne-là, cet apiculteur, mais elle me disait que c'était un moment privilégié, même pour les abeilles, parce que c'était un moment hors du temps et qui avait moins peut-être d'intrus dans la nature, je ne sais pas, mais c'est vrai. Est-ce que toi, tu l'avais remarqué ou pas? Mm. Oui, c'est vrai que 2020 a été une très bonne année pour Voilà, c'est l'apiculture. ça, ce qu'on me disait. Après, voilà, parce que la météo était superbe aussi pendant le Hmm, confinement, c'était ça qui était dur pour tout le monde, c'était que il et faisait ouais, c'est super sûr. beau et qu'on pouvait pas sortir. Mais les abeilles, elles étaient Hmm, dehors et en effet, les apiculteurs sont contents parce que voilà. il y a eu des bonnes récoltes. Hmm, Et, et oui, je pense que, en tout cas sur les transports, moins de transports, ça favorise pas que les abeilles, ça favorise toute la faune, et oui. les insectes et aussi bah, les chevreuils qui traversent sur la route. Hmm, Donc, ouais, c'est sûr que moins de transport, ça fait du bien à la nature. voilà, exactement, et oui. Donc, Ça a comme quoi, fait beaucoup de bien. On a vu aussi les dauphins revenir à Venise. oui, C'est, voilà, ça c'est super, cette capacité qu'a la nature de reprendre les espaces qu'on lui avait pris. oui, oui, c'est vrai. Et donc, ouais, ça c'est fabuleux. Et- Ouais, je veux rajouter quelque chose sur l'échelle de temps. oui, Donc, les abeilles, on a retrouvé les plus anciens fossiles, remontent à 80 millions d'années. ah oui, en effet. Hmm, Abeilles sociales.
Ouais. abeille sociale. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment interloquant. Et même un peu avant, parce que c'est apparu en même temps que les plantes à fleurs. Mm. C'est une coévolution, on appelle Mm, ça. magnifique. Ah Les oui. plantes à fleurs ont trouvé leurs pollinisateurs et les C'est ça. pollinisateurs ont trouvé leurs plantes. Wow. Donc ont coévolué ensemble. Et donc ça ramène un peu l'échelle de temps beaucoup plus large. Et bon, ça fait penser que les abeilles ont survécu à des cataclysmes, C'est ça. elles ont Mm. survécu à des disparitions Oui. massives. Oui. Donc c'est très enrichissant là-dessus. On se Mm. dit, mais waouh, elles ont été quand même entraînées à la dure C'est ça. sur Terre. Elles ont pu Et ça, s'adapter, ouais, rebondir c'est et fabuleux. ouais. Et ce sont Ouais. des résilientes certainement. Et après, c'est sûr qu'elles ont la propolis, qui est quand même la propolis, c'est un nutriment donc qui est tout le tour de l'entrée de la ruche, c'est ça, qui est un Oui, antibiotique finalement naturel qu'on utilise oui, aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'elle se situe où en fait la propolis à l'entrée, c'est ça, de la ruche. oui, à l'entrée et bah, comme propolis devant Ouais. la cité. Ah oui. Et, et donc, ouais, c'est une substance résineuse que Oui. les abeilles vont aller chercher D'accord. sur les bourgeons de pin, de bouleau, de peuplier Hmm. notamment, vraiment peuplier, propolis brune. Et ensuite, elles vont s'en servir, le ramener à la ruche, le mélanger avec un peu de cire, et ça va un peu leur servir de mastic Oui. pour combler toutes les interstices, pour Hmm. rigidifier les cadres et Oui. pour aussi rigidifier les rayons. Oui. C'est ça. Et elles vont tapisser un petit peu sur leurs cellules sur lesquelles elles vont recevoir les larves pour aseptiser et pour nettoyer la cellule pour Oui, c'est recevoir ça. l'œuf. Incroyable. Donc, ouais, comme tu dis, ça a des propriétés antibactériennes, et antimicrobiens, antifongiques Hmm. assez puissantes. Ouais, c'est Et ça. toi, tu dois le voir en pharmacie. Oui, oui. La- Alors on trouve. les gommes à la propolis, Oui, les oui, bonbons, oui, ou puis bien on en les voit extraits, même aussi les les extraits extraits alcooliques, c'est le alcoolisés, mieux. voilà. C'est vraiment ça, mais après on en trouve aussi. Alors c'est pour ça que je voulais savoir si tu connais la différence. Il y a la propolis brune, il y a la verte et la blanche. Alors je ne sais pas si c'est lié à une résine spécifique selon une autre catégorie d'arbres ou si c'est autre chose, parce que je ne connais pas du tout la différence entre ces propolis-là. Si, donc en Europe, on a la propolis brune, celle de peuplier. Ah, d'accord. Mhm. Ensuite, on a la rouge qui est en Afrique. D'accord. Et la verte qui est au Brésil, c'est Ah, Baccharis, d'accord. la Ah, propolis de d'accord. Baccharis. Ok. Et la blanche, là, bon, c'est une entreprise qui fait ça. Mais elle désigne blanc parce qu'il n'y a pas d'alcool. Oui, voilà, c'est Mais ça. en soi, Mhm. dans la matière brute, ça n'existe pas encore, Ah, la voilà, c'est pour propolis ça que je me blanche. posais la question. D'accord. Non, Ok. plus le mode d'extraction qui est différent. Hmm. C'est un extrait aqueux et pas un extrait alcoolique. D'accord, ok. Très bien. Et bon, pour le moment, on n'a pas encore de retour scientifique sur les Hmm. extraits aqueux. Oui. Et donc, on peut pas encore assurer les Hmm. qualités antibactériennes Hmm. appropriées à la propolis. Oui. C'est sûr que Donc, la c'est propolis. toujours mieux l'extrait alcoolique parce que c'est là. Voilà, Donc, c'est ça. la propolis, c'est des résines. Oui. Donc, avec l'alcool, comme avec les plantes, on va extraire les Hmm. propriétés grâce à l'alcool. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc la propolis, ben voilà, nous on la conseille ben, pour des gens qui sont malades, qui ont vraiment des problèmes ORL, en période de grippe, l'hiver surtout. Des personnes aussi qui poussent la voix régulièrement parce que ce sont des orateurs qui font des conférences et des profs aussi qui ont besoin de temps en temps d'adoucir, mais en même temps aussi on va dire, de cicatriser un petit peu tout ce qui va être corde Mm. vocale. Et c'est vrai que, après, je sais qu'elle a d'autres propriétés, et là, on va pas pouvoir en parler, mais c'est vrai qu'au niveau des télomères, on disait que, enfin, moi, j'avais été dans une conférence donnée par un médecin qui avait justement offert cette conférence au sujet de la propolis, et j'avais été stupéfaite
de toutes les propriétés qu'elles ont, qu'elle a, la propolis, notamment au niveau des télomères. Donc, cette petite queue de l'ADN qui permet en fait de rallonger le télomère. Voilà. Et alors, il disait qu'il fallait, voilà, c'était une certaine propolis, je crois que c'est la verte, et qu'il faut la prendre. Enfin, il y a toute une posologie, mais c'était vraiment très intéressant et j'ai été vraiment stupéfaite justement du potentiel de la propolis. C'est pas forcément Ouais. trop connu parce qu'on la connaît surtout pour les problèmes ORL, mais elle a vraiment des propriétés encore plus vastes. Oui, c'est très étudié, la Oui, propolis verte, parce il y a apparemment, il y a des propriétés anti-cancer. voilà, c'est ça. Mm. Et donc, voilà, ils travaillent dessus et Mm. pour confirmer ça. Et ce serait pas étonnant. Voilà, mm. C'est clair. Donc, Mm. ouais. Et après aussi, la propolis, on peut l'utiliser, on peut l'intégrer à son quotidien Oui. parce que c'est très riche en polyphénol. Hmm, Et donc, ça ralentit le vieillissement des cellules. hmm. Et tu le Donc, ça, conseillerais c'est top. à quel dosage, toi? Plutôt sous forme alcoolisé, c'est bien ça? Oui, 15 gouttes, si on comment peut tu... consommer de l'alcool, oui. Hmm, Et voilà, il me semble que c'est quelques gouttes dans un verre voilà, d'eau c'est ça, tous les et, matins. et à boire dans la journée. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est très riche, c'est très... Enfin, moi, c'est fascinant, le monde des abeilles me fascine. Je trouve tellement beau. C'est vraiment un monde à part, mais en même temps, elle est connectée avec tout ce qui l'entoure. Et c'est fabuleux. Justement, quel message tu souhaiterais nous transmettre pour terminer donc à nos auditeurs sur l'importance de protéger les abeilles et sur la façon dont chacun peut contribuer à leur préservation? Hmm. Euh, Bah, les abeilles, c'est Khalil Gibran qui écrivait ça, que les abeilles sont les messagères de l'amour. Hmm. Et ça me parle beaucoup parce que les abeilles, donc, elles font la pollinisation, elles font rencontrer le féminin et le masculin. Ouais. Et donc, ce que je peux dire à quelqu'un, c'est on qu'on essaye de comprendre ensemble déjà leur travail, ce qu'elles font, et que nous, on essaye de monter en conscience avec le tout est lié Hmm. et que voilà, les fleurs qui sont ici sont pollinisées par nos abeilles et pas que nos abeilles domestiques, il y a aussi toutes les abeilles solitaires Ouais. qui sont très importantes. Et donc voilà, l'abeille, pour moi, c'est une porte d'ouverture. C'est un animal aussi pédagogique pour faire prendre conscience qu'on fait partie de ce tout, qu'on a besoin des insectes. On a Ouais. besoin des insectes pour une quantité astronomique de choses Hmm. et que les insectes sont la base aussi de beaucoup de régimes alimentaires dans la nature. Ouais. Et donc on essaye de gagner en conscience là-dessus. Hmm. C'est ça. Les préserver, Ouais, les honorer et les respecter. Voilà. Dans oui. son jardin, on peut aussi bien voilà, déjà éviter de tondre voilà, trop souvent et surtout vraiment privilégier des fleurs mellifères, et des arbustes qui les accueille, mais aussi vraiment, pourquoi pas, mettre une petite ruche dans son jardin. Est-ce que toi, tu le conseillerais ou c'est vraiment... évidemment, il faut faire un stage, ça ne se fait pas comme ça je comprends très bien. Mais je sais qu'en ville, de plus en plus, on voit des ruches sur les toits de certains bâtiments, à Paris notamment, dans d'autres villes de France, où justement ben, sont récoltés les miels des villes. Et malgré tout, on dit que ces abeilles se portent bien. C'est ce qui est étonnant parce que malgré tout, il y a de la pollution et on dit que finalement, les abeilles en ville se portent bien aussi. Oui, oui. On peut avoir une ruche dans son jardin. Bon, souvent une. Euh, Si on met rien dedans, elles vont pas venir toutes seules. Il faut quand Ouais. même un peu les inviter, leur mettre des Hmm. odeurs qui leur plaisent. Et il y a souvent ça. Là, j'accompagne un apiculteur amateur qui a envie qui a ses trois premières ruches. Donc, bon, Ah oui, si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent me contacter. voilà.
Mais concernant les abeilles en ville, j'ai fait de l'apiculture urbaine aussi et c'est vrai que on fait du miel en ville. Oui, Euh, c'est correct, franchement, c'est très correct. oui, Et elles se portent bien, oui. Elles se portent pas plus mal qu'à la campagne, en tout cas. Elles sont oui. peut-être moins exposées Hmm, à des grandes cultures traitées. voilà. Voilà. Mais bon, cependant, une ville ne va jamais remplacer une Ah forêt oui, ou la oui, c'est qualité d'un sûr, milieu bien sûr. naturel. Oui. Parce que c'est vrai que les abeilles ont besoin de nectar, pollen, eau, Hmm, et pas que ça. hmm. Elles ont besoin aussi de sels minéraux qu'elles vont aller trouver dans des flaques d'eau ou bien dans des... Parfois, on les voit dans des urines de vaches. D'accord. On les voit chercher des sels minéraux, des Hmm, nutriments. oui, Elles ont aussi... on les voit parfois sur des champignons. d'accord. Donc, elles vont chercher quelque chose sur Hmm, les bien sûr. champignons. C'est Oui, actuellement étudié. oui, oui. Et donc voilà, une ville ne va jamais remplacer une forêt. Oui, c'est clair. Mais bon, c'est vrai que les abeilles vivent correctement en ville. Hmm, oui, voilà. Ouais. Bon, mais écoute, vraiment, merci infiniment, Benoît, pour ce moment hors du temps dans le monde fascinant des abeilles. Que votre passion continue de tisser une alchimie puissante, touchant profondément nos cœurs. En tout cas, merci mille fois, Benoît. Et Mm. puis, je mettrai tous les contacts en dessous de cette vidéo donc, et de ce podcast, si jamais vous avez envie d'en savoir plus au sujet du travail et de l'œuvre qu'a créé Benoît. Voilà. Mm. Merci infiniment, Benoît. Oui. Et merci Isabelle, continue de Mm. partager un peu comme une abeille féconde et pollinise tout ça parce que ça nourrit et ça fait germer plein de choses en chacun. Oh, c'est Ouais. gentil. Merci infiniment, en tout cas, Benoît. En tout cas, Merci je vous Isabelle. dis merci beaucoup. À bientôt pour un nouvel épisode dans le thé des thérapeutes.